quoi de mieux que de commencer cette nouvelle saison de vidéo avec un... Écoutez, les vacances, c'est le moment de prendre du recul, de se poser au bord de la piscine et de se rappeler d'expériences traumatisantes, ok? Donc pendant ce mois d'août, il y a eu pas mal de nouvelles histoires assez ouf, avec des mécaniques différentes de celles qu'il y a habituellement dans les threads. Et il y en a une que je voulais particulièrement traiter, je voulais en parler avec vous de celle-là. C'est celle de la première histoire, à savoir l'histoire de Gustave. C'est parti. L'histoire s'est produite il y a 20 ans au moment où Gustave la raconte et ça reste l'un des événements qui l'a le plus traumatisé de sa vie. On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qu'ils voient pas souvent. Et c'est la première fois que Samia les rencontre et vous savez quoi? Ça se passe super bien. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Ils précisent d'ailleurs qu'au moment où ils partent de la soirée, Samia a bu, pas mal, contrairement à Gustave et que donc c'est Gustave qui va conduire. Et ce détail a son importance. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route, Gustave enfonce la pédale de frein au maximum et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal et plus particulièrement un coyote, étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling et il sait pas pourquoi mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait, il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture située à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Tout simplement. Gustave, comme Samia, est figé. Il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot. Ils sont complètement choqués. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et ben cette chose qui était en fait un mec à poil avec une machette est revenue sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu puisqu'il était derrière lui. Samia du coin de l'œil a vu du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup elle a klaxonné et l'homme d'un coup s'est arrêté, Gustave est revenu à la voiture et puis du coup l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. Et vous connaissez la suite, Gustave et Samia appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre, la police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, c'est l'embuscade. Dans les gens malveillants qui tentent des pièges dans le but de voler ou de faire du mal ou de kidnapper ou bref, il y en a pas mal qui se font passer pour des victimes, qui se font passer pour des gens qui ont besoin d'aide. Et comme il y a pas mal d'humains qui sont empathiques, contrairement à ce qu'on peut croire, bah souvent les gens s'arrêtent et du coup ils décident de se mettre eux en danger, de s'exposer pour aller aider. Et il y a des tas d'histoires comme ça terribles et moi ça m'a toujours fait bader même de voir des autostoppeurs, c'est horrible mais j'ai peur. En même temps, les gars, après 25 traits d'horreur, je vous jure, on n'est plus pareil. Soyons honnêtes, on n'est plus pareil. Voilà pour ma première histoire. Alors, continuez d'aider les gens, l'entraide c'est bien, mais méfiez-vous. Attention, toujours, voilà. Oh là là, je fais passer les messages, je les maîtrise pas là, les messages que je fais passer. Deuxième histoire. Jack est livreur de pizza et l'histoire qu'il raconte s'est passée il y a seulement quelques semaines. Cette nuit-là, Jack, il a énormément de livraisons, beaucoup de gens commandent des pizzas. Dans la région, il fait très chaud et donc Jack boit énormément d'eau. Le problème, c'est qu'il arrête pas de livrer des pizzas, il a pas le temps de faire de pause et du coup, il a l'envie d'uriner qui monte et au bout d'un moment, il en peut plus. Il est en pleine livraison de pizza et heureusement, là où il doit livrer la pizza, c'est pas très loin de là où il est. Il arrive alors à l'adresse et il se tient devant une maison. Et là, Jack, il sait qu'il y a un truc qui va pas. L'adresse à laquelle il se
trouve est dans une zone qu'il connaît assez bien puisqu'il y a fait énormément de livraisons de pizza. Et c'est la première fois qu'il arrive à une adresse et que la maison devant laquelle il tombe est complètement dans le noir. Pas une lumière allumée, pas un reflet de télévision et pas un bruit. Rien. Quoi qu'il en soit, il est 23h, Jack il est au volant de sa voiture, la pizza est sur la banquette arrière et il a pas envie de descendre de sa voiture pour aller toquer à une maison plongée dans le noir sans être certain qu'il est à la bonne adresse et que le client est bien dans la maison. Il prend alors son téléphone et il décide d'appeler le numéro fourni par le client. Coup de chance, ça décroche en face et il tombe sur une fille essoufflée qui lui dit oui. Il lui dit alors hey, c'est pour la pizza, je suis devant la maison mais il y a personne. Et la fille au bout du téléphone lui explique qu'elle est pas à la maison. Elle lui explique qu'elle a été plongée dans le taf et qu'elle a pas vu l'heure passer et que d'un coup elle a réalisé que le livreur allait arriver chez elle avant qu'elle y soit et que c'est pour ça qu'elle est essoufflée, c'est qu'elle est en train de sprinter en ce moment même pendant ce coup de fil pour arriver chez elle. Jack, cet homme incroyable, malgré son énorme envie de pisser, se dit bon, je vais l'attendre. Mais après avoir raccroché, Jack, il cherche des yeux comme ça, un endroit pour uriner. Il en peut plus, il a pas perdu de l'esprit son vrai objectif. Il analyse les environs et il voit que contre le mur de la maison de la fille à qui il doit livrer la pizza, il y a un petit arbuste. Parfait pour se cacher derrière et uriner. Et en plus de ça, la maison est vide puisque la propriétaire est en train de rentrer en courant chez elle pour choper sa pizza. Et puis il se dit aussi, bon, les animaux ils font pipi tout le temps dehors, les humains, bah c'est des animaux, ça passe. Et oui, c'est le moment où on réalise tous que quand on a très fort envie d'uriner, bah on est débile, on est fêlé, on devient fou. Il commence alors à uriner et après plusieurs secondes, Jack il entend quelqu'un dire « C'est quoi ce bordel ?» Il pense alors que le pire est arrivé, que des voisins l'ont vu. Il se retourne en pensant qu'il s'apprête à vivre le moment le plus humiliant de toute sa vie. Et en tournant la tête, il voit quelqu'un se lever et partir en courant. Quoi ? Jack, il comprend rien à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ce gars foutait là? Il allume le flash de son téléphone, il check aux alentours, il check derrière les buissons, dans les buissons, et il tombe sur un sac. Il ouvre alors le sac et, à sa grande surprise, dans le sac se trouve un couteau, un rouleau de ruban adhésif et une bouteille remplie de pilules. Jack a la confirmation que la personne qui se trouvait là quelques minutes plus tôt avait bel et bien de très mauvaises intentions, et il fait le sprint de sa vie en direction de sa voiture, il démarre, et il fait comme Gustave dans l'histoire d'avant, il se casse. Réalisant qu'il est complètement en panique et en état de choc, il appelle la police. Il essaie tant bien que mal de leur expliquer tout ce qui vient de se passer, mais il est complètement choqué. La police comprend la moitié de ce qu'il dit. Ils lui disent donc de rester en ligne avec eux au téléphone, de ne plus bouger, de rester dans sa voiture les portières verrouillées. Et puis d'un coup, double appel, la cliente appelle Jack. Jack, ne pouvant pas décrocher puisqu'il est en ligne avec la police, il reçoit alors un SMS de la cliente qui lui dit qu'elle est devant sa maison, mais qu'elle le voit pas. Il décide alors de foncer vers la maison, parce qu'il a vraiment peur que le gars soit revenu et fasse du mal à la cliente. En arrivant sur les lieux, Jack aperçoit la femme et il lui fait des appels de phare pour qu'elle vienne jusqu'à sa voiture. Et il lui dit écoute, il y avait un mec caché dans tes buissons, je suis au téléphone avec la police, s'il te plaît monte dans la voiture, comme ça on verrouille les portes et on est tous les deux en sécurité. Elle voit qu'il est bel et bien en ligne avec le 911, donc la police. Elle monte alors à l'arrière de la voiture et Jack, il est putain de soulagé. Quelques minutes plus tard, la police les retrouve et Jack il réalise aussi quelque chose à ce moment-là, c'est que comment ça se fait que cette fille soit tout de suite entrée dans ma voiture alors que je suis juste un inconnu qui livre des pizzas? Elle m'a tout de suite fait confiance. Et ben en fait c'est parce que quand il lui a dit qu'il était tombé sur un mec caché dans ses buissons avec un sac et un couteau, elle a tout de suite compris qu'il s'agissait à 99% sûr de son ex-petite amie. En fait, elle avait déjà vécu des trucs horribles avec son ex-petite amie qui est complètement psychotique. Et donc, elle en a tout de suite déduit que c'était lui, surtout qui correspondait totalement à la description qu'on a fait de Jack. Et truc amusant, c'est que quelques jours plus tard, elle a appelé la pizzeria pour leur demander si elle pouvait leur laisser un énorme pourboire parce qu'il lui a quand même probablement sauvé la vie. Et évidemment, Jack, ce gros beau gosse, a refusé, évidemment. Et Jack a maintenant toujours une bouteille vide dans sa voiture, toujours. Bref, j'espère que vous aussi un jour vous aurez envie d'uriner au point de sauver la vie de quelqu'un. Tout simplement. Bref, il est temps de passer à la dernière histoire, celle de Paola. L'histoire que nous raconte Paola s'est passée il y a 2 ans, en 2018, et à cette époque-là, elle vivait en Belgique chez ses parents. Elle précise que ses parents et ses frères et sœurs sont très occupés, c'est-à-dire qu'ils ont beau vivre sous le même toit, tout le monde est toujours dans son coin occupé à faire quelque chose. Et en plus de ça, tout le monde a un emploi du temps et un rythme de vie très différent. Pourquoi elle dit ça? Juste pour nous faire comprendre qu'en gros, elle sait jamais vraiment trop qui est à la maison et qui ne l'est pas. Un soir d'école, Paola se réveille parce qu'il y a un bruit dans sa chambre. Elle est un peu surprise, elle regarde son téléphone et il est 3h du matin. Il y a un lampadaire qui éclaire juste devant sa fenêtre, donc même si toutes les lumières sont éteintes, elle voit légèrement ce qu'il y a dans sa chambre. Elle a la tête dans le cul, mais elle distingue la silhouette de son frère aîné. Elle lui demande alors ce qu'il fout dans sa chambre à 3h du mat, mais il lui répond pas. Il se met alors à marcher vers ses bijoux, et elle répète sa question, mec, qu'est-ce que tu fous? Et encore une fois, son frère lui répond pas. Là, Paola commence un peu à s'énerver parce qu'il est 3h du matin et qu'elle a cours le lendemain, elle a pas envie d'être crevée. Alors elle hausse le ton et elle lui dit Jopé, s'il te plaît, fous-moi la paix, demain j'ai cours. Jopé étant le prénom de son frère aîné. Jopé la regarde sans dire un mot
et marche vers son sac à main. Il commence à regarder ce qu'il y a dedans et à en sortir des choses. C'est le truc de trop, Paola est vraiment saoulée, alors elle décide de se lever de son lit, de s'avancer vers lui en lui demandant de plus en plus fort ce qu'il est en train de foutre, et puis elle le pousse vers la porte. Et avant d'atteindre la porte, Jope lui dit « Où est l'argent? Où est l'argent ?» avec un accent qui n'est pas celui de Jope. Et là, Paola, elle rit. Elle lui dit « Jope, je sais pas si t'es bourré ou si t'es juste con, mais s'il te plaît, sors, je dois dormir. » Et enfin, ils atteignent la porte, elle le fout sur le palier, et elle ferme la porte avant de retourner dans son lit. Et une fois dans son lit, Paola, elle commence à se sentir bizarre. Elle est nerveuse, elle a un peu peur, et elle commence à repenser à tout ce qui vient de se passer. Et il y a des détails qui lui viennent à l'esprit, par exemple le fait qu'il sentait la cigarette là, l'homme. Sauf que Jope, son frère, ne fume pas. Pour être sûre, elle prend son téléphone, et elle envoie un message à Jope, elle lui demande où il est. Jope lui répond, et lui explique qu'il vient de quitter la salle de sport et qui sera à la maison dans quelques minutes. Mais alors qui était dans la chambre? Paola comprend ce qui vient de se passer, elle se met à pleurer, elle appelle tout de suite son frère et lui explique tout ce qui vient de se passer. Jope lui dit de rester dans sa chambre et d'appeler la police et il lui explique qu'il sera là dans quelques secondes parce qu'il tape le sprint de sa vie. 2 minutes plus tard, Paola entend son frère crier des insultes et dire au gars de sortir. Sa chambre étant à l'étage, elle sort de cette dernière et se retrouve dans le couloir et son père qui dormait en bas dans le canapé s'est immédiatement levé sous les cris de son fils et en se dirigeant vers les cris, il voit Jope en train de courir après un mec. Le mec réussit à s'échapper mais Jope réussit à lui prendre son sac à dos. La famille, en état de choc, décide d'immédiatement appeler la police qui se rend très rapidement à la maison. Et la police demande donc à la famille de leur dire tout ce qu'ils ont vu de manière à avoir le plus d'informations possible pour identifier au plus vite les intrus. Paola leur décrit alors les vêtements que portait le mec qu'elle a vu dans sa chambre, vêtements qu'elle a pu distinguer grâce à la lumière du lampadaire qui se trouvait en face de sa fenêtre. Je crois que c'est le seul moment où c'est cool d'avoir un lampadaire devant ta fenêtre, je crois. Le mec avait un pantalon noir et un sweat à capuche vert. Mais la policière a l'air étonnée et lui dit attendez, vous êtes sûr qu'il était vert? Parce que votre frère m'a dit qu'il était gris clair le sweat. Et c'est là qu'ils ont tous compris qu'il y avait non pas un intrus, mais 2 intrus. Les 2 intrus sont partis avec quelques iPads, téléphones et portefeuilles, mais le plus gros a été récupéré, y compris tous les bijoux, parce qu'il se trouvait dans le sac à dos que Jope a réussi à choper au moment de la fuite de l'intrus. Paola et Jope réalisent que sur leur iPad et téléphone, ils avaient installé l'appli Find My. Ils y croient pas trop, mais ils se disent putain, ça se trouve, on va pouvoir localiser nos appareils et donc le ravisseur grâce à cette application. On sait jamais s'ils pensent pas à la désactiver. Et surprise, l'appareil est localisé. Jope et son père sautent dans une voiture pour se rendre sur les lieux de la localisation, et une fois arrivés sur les lieux, ils rentrent pas dans la maison, ils attendent l'arrivée de la police. La police entre alors dans la maison où est repéré l'iPad et tombe sur un mec. Un mec qui pleure et qui est couvert de sa propre pisse et vomi. Dans cette maison se trouve tout ce qui a été dérobé quelques jours plus tôt dans la maison de Paola et la police arrête l'homme. Il a avoué que c'est lui qui avait fait ça et il a expliqué qu'il était drogué et que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait quelque chose comme ça et qu'il regrettait. Et Jope le reconnaît, c'était le gars après qui il a couru et dont il a réussi à récupérer le sac. Et du coup Paola elle est soulagée mais d'un autre côté pas trop puisqu'elle se dit le mec qui était dans ma chambre, on l'a pas retrouvé encore. Souvenez-vous à chaque fois la police généralement elle trouve rien ou alors le gars est arrêté mais on n'a pas de news. Et ben figurez-vous que le deuxième intrus, celui qui s'était rendu dans la chambre de Paola, a été retrouvé 2 ans plus tard. En revanche contrairement à l'autre qui était juste un drogué et qui avait pas du tout de casier judiciaire, qui avait jamais été condamné à quoi que ce soit, lui était apparemment un habitué et il avait déjà été condamné plusieurs fois pour entre autres vol, conduite en état d'ébriété et surtout tentative d'homicide. Du coup Paola rassurée mais pas trop non plus. Quand même il y a quand même ce truc de oh il a voulu buter un mec le gars qui est dans ma chambre, oh là. Eh bien chers amis, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. C'était le thread d'horreur de la rentrée. Il est 1h50 du matin au moment où je tourne cette vidéo. Ah j'étais bien dans l'ambiance là. Putain j'aimerais en raconter 10 de plus. Ça n'arrivera jamais. Allez on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos avec des trucs plus joyeux. On a besoin là je crois. Portez-vous merveilleusement bien et évitez d'uriner entre 2 buissons quoi. Sauf s'il y a un gars avec une capuche qui est là mais évitez. C'est ciao.